Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez les cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère, un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matonda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. Un dollar américain vaut 2451,8853 francs congolais. Un euro équivaut à 2630,3518 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,0099 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 128,8413 francs congolais. Au marché parallèle Eric, un dollar américain équivaut à 2530 francs congolais. Un euro vaut 2537 francs congolais et un franc CFA équivaut à 3,5 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré une baisse. Elle coûte 8337,50 dollars américains contre 8427,50 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt Eric n'a pas bougé. Il coûte toujours 32 980 dollars américains comme la semaine passée. L'once d'or est vendue à partir de 1909,05 dollars américains contre 1917,42 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 88,55 dollars américains contre 87,66 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est toujours vendue à partir de 3649 dollars américains comme la semaine dernière. Merci Béro Matonda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Elle consiste en un transfert de compétences et de moyens de l'État des autorités distinctes de lui, ces entités appelées collectivités territoriales, ce sont les communes, les secteurs, les groupements. On parle bien sûr de la décentralisation. Est-ce que cette décentralisation a un impact sur le développement économique de la République démocratique du Congo? On en parle avec le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle. Monsieur Eustache Monzi, bonjour. Bonjour Monsieur Eric. Nous avons donné la définition du dictionnaire. Vous êtes responsable du secteur. Que signifie décentralisation pour un Congolais lambda, pour quelqu'un qui apprend les ABC de la décentralisation? Merci Monsieur Eric. Je voudrais avant tout saluer les millions d'auditeurs qui nous écoutent à ce moment et vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de parler d'une réforme aussi importante pour notre pays que la décentralisation. Parce que cette réforme rapproche l'administré du pouvoir. Donc je m'en vais donc tout de suite répondre à votre question en disant que la décentralisation est un mode de gestion, un mode d'organisation territoriale que les constituants congolais a décidé de mettre en place. Un mode de gestion qui consiste à transférer certaines compétences et responsabilités ou tâches d'intérêt général à des collectivités locales. Quelles sont les caractéristiques de la décentralisation? Les caractéristiques de la décentralisation, elles sont de trois types. Parce que la décentralisation reconnaît une personnalité juridique aux entités décentralisées. Par la décentralisation, on a un budget autonome pour ces entités. Et au-delà du budget, on a des animateurs élus localement pour gérer ces entités décentralisées. Et pour finir, on a une tutelle qui a un pouvoir de contrôle sur ces entités décentralisées. Au-delà de ces caractéristiques, il faut aussi distinguer deux types de décentralisation. Il existe ce qu'on appelle la décentralisation territoriale et la décentralisation technique. Mais celle qui nous concerne ce jour, sur le plan administratif, c'est la décentralisation territoriale. Parce que la décentralisation technique, c'est ce qu'on peut appeler la décentralisation de services, notamment par exemple les établissements publics dans notre pays qui ont aussi une personnalité juridique. Comment elle est mise en œuvre, cette décentralisation? Mise en œuvre à
plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan légal. À ce jour, on doit se féliciter qu'il y a suffisamment de lois qui ont été édictées depuis la nouvelle constitution du 18 février 2006. Et à ce jour, il y a environ 7 lois qui organisent cette décentralisation. C'est notamment la loi sur le principe fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. C'est une loi de 2008. Il y a la loi fixant les subdivisions territoriales à l'intérieur de provinces qui est de 2010. Il y a la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. Cette loi est de 2008. Il y a la loi de 2016 qui fixe le fonctionnement et l'organisation des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Et aussi, enfin, la loi organique portant fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Parce que cette caisse, c'est vraiment un levier financier important pour le fonctionnement de nos entités territoriales décentralisées. Cette loi est de 2016. Ça, c'est sur le plan juridique, législatif. Elle existe aussi sur le plan institutionnel. Il y a 5 leviers pratiquement. Il existe un cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Ce cadre stratégique, donc un cadre gouvernemental, il nous permet de planifier la stratégie de l'implémentation de la décentralisation. Il existe comme deuxième instrument institutionnel les documents stratégiques nationaux de transfert des compétences et des ressources. Parce que, comme je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, que la décentralisation, il faut transférer les compétences du pouvoir central vers les entités territoriales décentralisées. Comme troisième instrument institutionnel, il existe un comité national de mise en œuvre de la décentralisation. Et les 2 derniers instruments institutionnels, c'est le comité interministériel de pilotage de la décentralisation. Ce comité de pilotage comprend plusieurs ministères, environ une bonne dizaine, qui interviennent parce qu'il y a des matières concurrentes. Des matières transversales. Transversales, merci. Et enfin, comme dernier instrument institutionnel, c'est la cellule technique d'appui à la décentralisation. Donc c'est cette cellule-là du ministère qui aide à la mise en œuvre de cette décentralisation. Vous entendre parler, on a l'impression que votre ministère aurait dû être attaché au ministère de l'Intérieur. Vous avez des compétences qui se croisent. Vous savez, l'architecture gouvernementale est fonction du chef du gouvernement, le Premier ministre, et du chef de l'État, comme garant du bon fonctionnement des institutions. Mais pour ma part, je pense qu'il est bon que le ministère de la décentralisation puisse avoir une autonomie. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, les constituants ayant décidé de faire de la décentralisation un mode de gestion et d'organisation de gestion de l'État, il est important qu'il ait cette autonomie pour avoir toute la manœuvre facile en vue d'implémenter cette réforme. Un avantage sur le plan économique où la décentralisation fait des ETD, des véritables centres d'impulsion et de développement socio-économique de nos communautés. Et encore aussi un avantage sociopolitique du fait que la décentralisation, c'est un moyen d'éducation à la citoyenneté, à l'initiation au contrôle citoyen. C'est vrai, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des matières transversales qui font que forcément le ministère de l'Intérieur et celui de la décentralisation doit pouvoir collaborer. Non seulement celui de l'Intérieur, beaucoup d'autres ministères, l'agriculture, le développement rural, l'aménagement du territoire, et les affaires foncières, l'énergie, parce qu'on ne peut pas prétendre développer une communauté locale aujourd'hui sans énergie, sans eau, sans route. Vous êtes à la décentralisation, il y a votre collègue de l'Intérieur. On a vu dernièrement des chefs de secteur être nommés par arrêté. Est-ce que ce genre de crise ne peut pas déstabiliser quelque peu la gestion de ces entités ? Moi je ne dirais pas qu'il y a crise. Moi je préfère plutôt dire qu'il y a juste chevauchement sur les attributions d'un ministère à un autre. Chevauchement alors que la loi existe ? Je venais de Chacun a ses attributions. Tout à fait, vous avez raison, je ne vous le fais pas dire, cher Eric. Effectivement, la loi et les textes, les ordonnances fixant les attributions des ministères, cette ordonnance est assez claire. Et cela, c'est pas par hasard, c'est sur pied de l'article 93 de la Constitution qui dit que chaque ministre est chef
de son département. Et une ordonnance du président de la République fixe les attributions de différents ministères. Pour ma part, c'est un problème de bon sens. C'est vous qui devez nommer les chefs de secteur. Il est clair qu'un secteur, c'est une entité territoriale décentralisée. Du moment qu'il y a un ministère de la décentralisation, il va de soi que les animateurs sont désignés et nommés par le responsable de ce département. Et encore que la loi dit que ces animateurs sont élus. C'est parce que ces élections locales et municipales que nous appelons de vive voix ne sont pas encore organisées que la loi dit qu'en attendant l'organisation de ces élections, ces animateurs peuvent être nommés par le chef du département ayant en charge la décentralisation. Ça va de soi. Vous avez harmonisé avec votre collègue. On a rapporté l'arrêté. L'arrêté, c'est pas à moi de le rapporter, c'est la personne qui a pris l'arrêté qui doit pouvoir le rapporter le moment venu. Il n'est pas opérationnel pour le moment. Il ne pourrait pas l'être du moment que l'arrêté n'a pas été pris par la personne compétente. Je ne l'ai pas dit au début. Les entités territoriales décentralisées, ce sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Et donc les bourgmestres aussi, c'est vous qui devrez les nommer. Les maires de ville, les bourgmestres, les chefs de secteur sont élus. Mais parce que ces élections ne sont pas encore organisées, si j'estime qu'il y a lieu de redynamiser ces ETD, j'ai le plein pouvoir de les nommer, du moins les chefs de secteur. Les bourgmestres et le maire, en attendant les élections, sont nommés par ordonnance du président de la République. Mais il peut arriver, comme présentement, qu'il y ait des communes pour lesquelles le président de la République n'est pas encore nommé des bourgmestres. Le ministre de la décentralisation que je suis, j'ai la latitude de nommer de manière provisoire des maires de ville au cas où il y a poste à pourvoir ou des bourgmestres au cas où il y a poste à pourvoir de manière intérimaire. Qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous êtes ici? Qu'est-ce que je fais depuis que je suis ici? Beaucoup de choses. Nous avons commencé en arrivant à dresser un état des lieux du ministère. Cet état des lieux nous a permis de faire une feuille de route, un plan d'action. Ce plan d'action se décline en plusieurs points, dont certains sont déjà réalisés et d'autres sont en cours de réalisation. Et si vous permettez, je ne sais pas si le temps nous le permet. Brièvement, on peut faire brièvement. Tout de suite, on a mis en place une commission ad hoc qui était chargée de dresser la situation générale des entités territoriales décentralisées. Et à l'issue de cette commission, un rapport a été fait et ce rapport est sur la table du gouvernement pour pouvoir être adopté. Il y a des cas de territoires ou de chefferies ou des communes comme Minembwe, comme des territoires comme Aïdiofa qui... Hier, il y a des textes qui existent, devraient être des territoires à part entière. Donc la délimitation et la subdivision de territoires, ça rentre dans nos attributions. Donc on a fait cet état des lieux et aujourd'hui, on sait dire combien de territoires existent, combien de communes ont été créées, combien sont opérationnels, combien restent à être opérationnels. Nous avons initié aussi la révisitation de différents textes qui ont été édictés et promulgués. Une fois de plus, ces textes ont été déjà transmis au gouvernement en attente d'être adoptés avant de les renvoyer aux deux chambres du Parlement. On peut aussi parler d'une initiative que nous avons prise de revisiter la stratégie nationale des transferts de compétences et des ressources dont je parlais comme instrument institutionnel. Nous avons eu à travailler sur cette question-là pour tenter d'intégrer certains mécanismes qui puisse permettre une meilleure mise en œuvre. Ce transfert de compétences n'est pas effectif à présent. Tout à fait. C'est parce qu'on s'est rendu compte que cette effectivité n'est pas encore là, qu'ils nous sont dit qu'il faut réfléchir pour savoir pourquoi ça traîne. Il existe une loi sur le transfert de compétences, et ce transfert de compétences, on s'est proposé de le commencer avec, je crois, 4 ou 5 ministères clés, dont celui de l'agriculture, celui de l'enseignement primaire et secondaire, de la santé, le développement rural et l'aménagement du territoire. On a mené aussi une réflexion sur des outils d'appui technique et financier. Parce que, il faut des moyens. Ces moyens-là n'existent pas de manière concrète jusque-là. Le premier pilier, je l'ai dit, c'est la Caisse nationale de péréquation. Pourquoi traîne justement cette caisse? Il existe déjà l'administration, il y a les gestionnaires. Je vous ai dit qu'on a mis en place une équipe de réflexion. On a eu plusieurs séances de travail avec des dirigeants de la Caisse nationale de péréquation et le ministère des Finances. Parce que la loi dit qu'il faut 10% de recettes à caractère
nationales qui doivent être retenues vraiment à la source, reversées sur un sous-compte du Trésor public pour permettre à la Caisse nationale de péréquation de jouer pleinement son rôle. Ce qui n'est pas malheureusement encore le cas pour l'instant. Parce que cette caisse et la mission, effectivement, on se dit que toutes les provinces ou toutes les ETD de notre pays ne sont pas de la même manière. Alors, il y a des provinces dites riches et des provinces dites pauvres. Quand vous allez en province de Lualaba et province de Bazoélé, il y a ces différences. On se dit, le constituant congolais a dit il faut une caisse qui permette de résoudre ces inégalités pour que le citoyen congolais habitant Bosobolo et celui qui habite Kasumbalesa, que demain, la caisse puisse aider à résoudre ce qui ne peut pas être... Parce que Bosobolo n'a pas assez de moyens pour pouvoir se développer localement, que cette caisse puisse résoudre ces inégalités-là. C'est vrai que présentement, ce n'est pas encore possible, mais de nos discussions avec le ministère des Finances, il a été proposé que la caisse propose des projets précis qui peuvent être financés en attendant peut-être le budget 2024 ou 2025 pour que, de manière effective, la caisse puisse jouir pleinement de son indépendance. Dans les lignes budgétaires, il existe bien une ligne destinée à la Caisse nationale de péréquation. Est-ce que le problème, ce n'est pas au niveau du ministère des Finances qui n'alloue pas automatiquement les fonds destinés à cette Caisse nationale de péréquation? Je dirais oui et je dirais non, parce que un budget, c'est vrai, il se vote avec des lignes budgétaires, ce sont des prévisions budgétaires, où on espère avoir telle recette. Mais il arrive très souvent ou par moment que, au finish, les recettes réelles ne sont pas effectivement les prévisions qui avaient été présentées. Au-delà de ça, dans l'exécution du budget, il arrive souvent qu'il y a des priorités qui arrivent en cours d'exercice. C'est le cas, par exemple, de la guerre que nous avons aujourd'hui à l'Est. On n'a pas prévu d'avoir une guerre. Une guerre arrive de manière fortuite et tout de suite, pour raison de souveraineté, de sécurité d'État, on est obligé d'affecter des recettes qui auraient dû être affectées à une mission X, finalement, à recouvrir l'intégrité de notre territoire. Mais il y a une question de volonté politique, monsieur le ministre. Quand vous parlez de guerre, c'est une justification. Lorsqu'on a voulu, par exemple, organiser les Jeux de la francophonie, on a mis les moyens. Si aujourd'hui on enlève 10% du budget, on a parlé du budget de 16 milliards de dollars américains, si on enlève 10%, 1,6 milliard de dollars, si on va fractionner le décaissement trimestriel, ça peut permettre à la Caisse nationale de péréquation de fonctionner. Pourquoi il faut des séminaires, des réunions? C'est vrai, et puis il faut bien respecter la loi, les choses sont bien claires. On ne peut pas espérer aujourd'hui effectivement voir nos entités territoriales décentralisées se développer sans moyens. Vous avez raison, j'ai évoqué la question en passant de priorité sécuritaire, mais ça ne devrait pas effectivement nous dédouaner quant à appliquer la loi. La Constitution dit c'est 10%, mais de mes entretiens avec les dirigeants de la Caisse et le ministre des Finances, il a été clairement établi que cela a été difficile pour l'exercice budgétaire en cours, mais que progressivement, comme vous l'avez dit, au cours de l'exercice budgétaire 2024, cela pourra être possible, on va y aller progressivement. Et je vois que ça sera ainsi parce qu'il nous faut bien que cette caisse soit opérationnelle, parce que c'est le premier pilier de financement de nos ETD. Mais j'étais tout à l'heure en train de parler effectivement des réalisations que nous avions faites quand je parlais de la Caisse nationale de péréquation. Parce qu'il faut rechercher, au-delà de cette caisse et des ressources internes, rechercher d'autres sources ailleurs. J'ai eu à avoir des séances de travail avec le groupe de partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, les bailleurs de fonds, qui ont promis effectivement d'accompagner cette mise en œuvre de la décentralisation. Nous avons aussi renforcé la collaboration avec la CENI. Vous m'avez vu en séance de travail avec le président de la CENI il y a quelques temps. Nous avons aussi instauré un dialogue entre animateurs de ZTD et le pouvoir central. Nous avons eu plusieurs réunions à ce jour avec le bourgmestre de la ville de Kinshasa. Nous avons élaboré aussi un programme d'itinérance vers les ZTD à l'intérieur du pays. Mais comme l'argent, toujours, c'est le nerf de la guerre, le dossier est sur la table du gouvernement aussi. On espère avoir des moyens pour nous permettre d'aller vraiment voir nous-mêmes de visu, de toucher les réalités au niveau de ZTD. Pour finir, par rapport à nos réalisations, les 10 août passé, j'ai édicté une
note circulaire qui fera date dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation. Cette note circulaire a explicité de manière claire à l'intention de tous les animateurs des entités territoriales le mode de fonctionnement de ZTD. Alors cette note du 10 août passé, adressée à tous les animateurs de ZTD, explicite les fonctionnements des ZTD, les modalités de collaboration et de coordination entre les rapports entre le gouvernement central, les gouverneurs de province et la tutelle. Cette note cite aussi les enjeux majeurs de la décentralisation. La décentralisation est le socle du développement économique à la base, notamment en RDC. Tout à fait, tout à fait. Je ne le dirais pas assez en disant qu'il faudrait que nos entités territoriales décentralisées localement puissent se développer. Et c'est la somme de ces différents développements au niveau de la base que le pays va pouvoir se développer. Parce qu'il faille que nous fassions un effort pour promouvoir, mettre en valeur les initiatives locales dans divers domaines. Qu'on organise par exemple des forums sur le plan économique dans nos entités territoriales décentralisées. Quand on y organise des salons d'exposition, parce que vous savez, notre pays, c'est plusieurs centaines de cultures, plusieurs peuples, plusieurs cultures, qu'on organise des salons d'exposition sur nos valeurs, par exemple, culturelles et même économiques, sur l'agriculture, les produits agricoles que nous avons au Congo central. Ces richesses-là ne sont pas forcément celles que nous avons en province du Haut-Touélé ou à Bongandanga. Tout cela va amener une certaine émulation que de savoir que là on sait faire ceci on fait cela, et de l'interaction de toutes ces activités, de ces cultures va aider à ce qu'on y aille. En Belgique, une année sans gouvernement, l'administration en Belgique elle est efficace. Aujourd'hui, avec le transfert effectif des compétences en RDC, l'administration peut réellement gérer la chose publique sans le gouvernement pendant une année par exemple, comme on l'a remarqué en Belgique. Bon, je ne m'hasarderai pas d'affirmer cela, parce qu'il faut quand même reconnaître que notre administration a quand même encore quelques faiblesses. Nous avons hérité d'un régime de 32 ans sous la Deuxième République, où effectivement, à un certain moment, on a vu une administration forte. Jusque vers la fin de ce régime, on a vu l'administration commencer à perdre ses lettres de noblesse. Parce que hier, on a vu des fonctionnaires de l'État qui pouvaient passer d'une province à une autre. Et cet esprit-là, national, cet esprit-là, était ancré dans nos mentalités. Jusqu'à ce que la monnaie a commencé à dégringoler, où le fonctionnaire de l'État, à peine qu'il a une rémunération qui ne lui permette pas de nouer les deux bouts. Ça, c'est une faiblesse. Et puis, par la suite, on a vu des politiques qui ont recruté des fonctionnaires sans tenir compte des conditions requises. On engage, on recrute, on donne des numéros matricules, on ne doit pas se voiler la face. Bon, aujourd'hui, le ministère de la fonction publique, modernisation et innovation de l'administration est en train de faire un grand travail en essayant de mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on passe des concours pour être secrétaire général ou directeur ou pour passer au grade de commandement. Ce qui voudrait dire que l'administration est en train de se moderniser et de retrouver ses lettres de noblesse. Mais quant à dire, comme en Belgique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, très humblement, modestement, je pense qu'on n'en est pas encore là. S'il y a transfert de compétences réelles, l'administration peut tenir la gestion du pays pendant que le politicien est en train de discuter pour mettre en place un gouvernement, par exemple. Oui, transfert de compétences du politique vers l'administration. Comment je parle des transferts de compétences? C'est des transferts de compétences du pouvoir central vers les provinces et entités territoriales décentralisées. C'est de ça que je parle au regard de la loi, qui dit que pour une meilleure mise en œuvre de la décentralisation, la loi a édicté des règles qui permettent à ce qu'on transfère progressivement les compétences et les ressources du pouvoir central vers les provinces et les ETD. Une façon de rapprocher, comme je l'ai dit, la population des dirigeants. Maintenant, là vous évoquez un autre transfert, comme je dis, transfert de compétences politiques vers l'administration. C'est là que je dis, comme on a vu en Belgique où on a fait une année sans gouvernement, je dis c'est peut-être possible progressivement. Je dis qu'il y a un travail qui est fait au gouvernement au niveau du ministère de la fonction publique aujourd'hui pour moderniser notre administration. C'est peut-être possible demain, mais présentement, il y a encore
pas mal de défis auxquels il faut faire face. À quand la décentralisation financière? On voit décentralisation territoriale, mais à quand la décentralisation financière? Nous parlions de la Caisse nationale de péréquation et devait nous permettre aussi vers cette décentralisation financière. Il existe des lois, des règles édictées qui disent qu'on doit faire les transferts non seulement des compétences, mais aussi des ressources. C'est cela effectivement la décentralisation financière. On a vu dans certaines provinces où il a été créé, si pas toutes, des régies provinciales des actes générateurs de recettes. On connaît la DGRK au niveau de Kinshasa et d'autres régies dans la plupart de nos provinces. C'est là déjà un début de décentralisation financière. Et cette même décentralisation devrait se poursuivre au niveau de secteurs, au niveau de chefferies, au niveau des communes. Parce que comme je le dis, ces entités territoriales ont une autonomie financière, administrative, ils ont une personnalité juridique. Ils doivent pouvoir fonctionner avec des ressources propres. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est pas au niveau du gouvernement central que l'on veut concentrer la gestion de la chose publique et on en voit peut-être des miettes, entre guillemets, si on veut le dire, au niveau des entités territoriales décentralisées? Bon, bloqué, je ne saurais le dire, mais au moins, comme je dis, il faut que les lois de la République soient respectées. Autant qu'il est dit qu'il faut 10% pour la Caisse nationale de péréquation, il est dit aussi que les provinces doivent avoir 40% de rétrocession sur les recettes qu'ils mobilisent. La retenue à la source, comme on dit, retenue à la source de 40%. Tout à fait. Qui est bloqué par le gouvernement depuis la promulgation de la Constitution. Malheureusement, c'est que j'ai dit, il faut le respect de textes, de la Constitution d'abord, et les différents autres textes. 40% de rétrocession des recettes que mobilisent les provinces. Du moment qu'on ne les fait pas, il ne faut pas un miracle pour que les provinces vivent. Aujourd'hui, on connaît toutes les difficultés qu'ont les gouverneurs de province avec les assemblées provinciales, parce qu'on ne parvient pas à pouvoir le payer. Moi, comme ministre de la décentralisation, je voudrais être leur avocat pour que ces provinces fonctionnent, pour que ces entités territoriales décentralisées fonctionnent. Il faut de moyens. Le respect de la loi, il faut la rétrocession des 40%. Parce que quand on rétrocède 40% aux provinces, les provinces doivent pouvoir aussi rétrocéder sur les 40% maintenant aux ETD, qui sont donc les communes, les chefferies et les secteurs, pour leur autonomie financière. Et tout cela, c'est en fonction, il y a une clé de répartition qui est fonction de la production de chaque ETD, de la superficie et de sa population. Vous direz que la rétrocession aussi n'arrive pas régulièrement parce qu'il y a la guerre à l'Est. Alors on mobilise des recettes, il y a une mobilisation accrue des recettes qui est enregistrée. Donc il n'y a pas d'excuse en ce qui concerne le financement des ETD notamment. Vous avez raison, au regard de la loi, on ne devrait pas avoir d'excuses parce qu'il faut respecter la loi et l'exécuter. Mais il arrive qu'il y ait des impondérables. Bon, mais ça ne devrait pas être des excuses. Parce que comme je le dis, on ne peut pas espérer que nos provinces, que nos ETD se développent demain s'il n'y a pas de moyens. Donc il faut respecter les textes, il faut les 40% de rétrocession. Je voudrais être vraiment avocat de cette rétrocession et que quand l'argent arrive aussi au niveau des provinces, quand les provinces aussi rétrocèdent les 40% au niveau des ETD. Sinon, autrement, on ne va rien attendre comme résultat. Mais pour ma part, et vous faites quoi? Vous faites quoi pour pousser à ce que l'on puisse respecter? Ce que j'ai fait. Vous faites quoi? Ce que j'ai fait même déjà, tout de suite, par la chance que vous me donnez de parler à nos auditeurs par ce micro. Je ne parle pas qu'aux auditeurs, je parle à tout le monde. C'est une interpellation pour nous tous. En disant que nos provinces, nos ETD ont besoin de moyens. Et que moi, comme membre du gouvernement, je fais ma part. Je n'hésiterai pas de parler et de voir mes collègues de finances et de budget pour pouvoir espérer que ces rétrocessions soient effectives pour que les provinces et les ETD puissent avoir le moyen de leur politique. Cette décentralisation financière, si elle était effective, est-ce qu'on aurait besoin encore de ce PDL 145 territoires? Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. D'ici, effectivement, les provinces avaient de moyens. Je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez posé cette question. C'est de la somme des différents développements locaux au niveau de nos différentes entités territoriales décentralisées. C'est cette somme-là qui fait le développement de la République. Ça signifie, si à Ingende, on avait 2 moyens, on pourrait bien construire une école, un centre de santé, une maison pour l'administrateur du territoire, des routes. C'est vrai. Mais effectivement, c'est parce que au niveau du pouvoir central, on s'est rendu compte
qu'il y a encore cette difficulté quant à l'effectivité de la rétrocession, on se dit, faisons un pas, tant soit peu, avec le programme de 145 territoires, qui est tombé à point nommé parce qu'aujourd'hui, depuis l'indépendance de notre pays, une vision du chef de l'État et du programme du gouvernement, aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir des centaines d'écoles et des centres de santé construits à ce jour. Demain, des routes de dessert agricoles. Mais je suis d'accord avec vous qu'on ferait mieux en rétrocédant, effectivement en respectant la loi aux provinces, en faisant vivre la Caisse nationale de péréquation, et peut-être que les années à venir, on ferait mieux que le programme de développement local. Parce que 1,6 milliard de dollars affectés à ces travaux auraient bien pu aider à la mise en œuvre des programmes au niveau des secteurs, au niveau des territoires, des programmes gérés par les autorités provinciales. Bon, peut-être qu'on n'a pas souhaité, c'était une option du gouvernement, de donner l'argent pour une gestion directement locale, parce que pour des raisons qu'on a évoquées même tout à l'heure de l'administration, il faut s'assurer que ces animateurs effectivement de territoire ont par exemple toute la capacitation nécessaire à pouvoir gérer des fonds qu'on leur amène tout de suite comme ça. Comme c'était un programme d'urgence, le PLD 145, au niveau du gouvernement, nous avions pensé et qu'il fallait confier l'argent à des organes d'exécution, notamment le PNUD, le BSECO et d'autres, pour que tout de suite, on ait des actions et des réalisations concrètes. Et aujourd'hui, on doit s'en féliciter parce qu'en une année, on a vu des réalisations qui ont été faites. Mais je suis d'accord avec vous que par la suite, et même ces infrastructures qu'on a mises en place, il faudra les entretenir, il faut le pérenniser. On ne va pas encore demander à tous ces organismes d'exécution d'aller continuer à suivre cela. Il faille que localement, que nous ayons de ces animateurs qui doivent être formés et outillés pour pérenniser ces acquis-là du PLD 145, qu'il y ait davantage d'autres écoles à construire. Parce que bon, en construisant 2-3 écoles dans un territoire, c'est déjà un début, mais il faudrait peut-être en avoir 15, surtout avec la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, c'est des millions d'enfants supplémentaires qu'il faut prendre en charge. Donc, il nous faut davantage d'écoles avec couverture santé universelle et gratuité de la maternité. C'est des centres de santé qu'il faut avoir. 2-3-4 centres de santé construits aujourd'hui avec le PLD 145 ne suffiront pas. Donc, je reviens à la décentralisation financière qui veut que la rétrocession soit effective, qui veut que la Caisse nationale de péréquation soit effective. Moi, je crois il faut commencer quelque part. On a commencé. Et moi, comme ministre de la décentralisation, j'ai mission de marteler là-dessus et de suivre pour que ça soit effectif. Dites-moi, vous êtes ministre de la décentralisation. Pourquoi vous n'êtes pas dans le comité qui dirige ce PLD 145 territoire ? On voit le ministre du Plan, on voit le ministre du Développement rural. Le ministre de la décentralisation est là. Hier, quand le programme a commencé, le ministère de la décentralisation était fusionné avec le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, le ministère ayant retrouvé toute son autonomie, je suis membre du comité stratégique de suivi. Quel est le budget de la décentralisation ? Le budget de la décentralisation d'hier, d'aujourd'hui, 2023. Demain, quand on scrute un peu ces chiffres, on se rend malheureusement compte que les taux d'exécution du budget, il est séculé à la suite des impératifs, comme je l'ai dit, par moment. Mais grosso modo, c'est autour de 955 milliards de francs congolais, le budget de la décentralisation. Quand on dit budget, décentralisation, on va d'un côté l'administration, la Caisse nationale de péréquation, les cabinets du ministre. La Caisse nationale de péréquation, ça devrait faire à peu près sur le 955. Le budget 2023 lui a loué des lignes de crédit d'à peu près 940 milliards. Et à ce jour, à 4 mois de la fin de l'exercice budgétaire, nous ne sommes pas à 2% de l'exécution de ce budget pour des raisons que j'ai évoquées. Mais je suis d'accord avec vous que ça ne dédouane pas le ministère du budget ni des finances par rapport à exécuter la loi. Quel serait l'impact de la décentralisation sur l'économie congolaise si la loi était respectée ? Bon, son impact
et fonction, comme j'ai dit, de la mise en œuvre de ces décentralisations. Malheureusement, comme on l'a dit, cette mise en œuvre n'est pas encore effective. On en est encore à se quereller même sur la nomination des animateurs. Vous l'aviez dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, nous ne respectons pas toujours les textes. Bon, les textes auraient dû être respectés. On aurait 40% de rétrocession pour les provinces. Et par la suite, donc la fameuse décentralisation financière. Donc, nos ETD, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ne disposent pas encore à ce jour un niveau d'organisation assez adéquat. Il n'y a pas des outils de gouvernance qui leur permettent d'avoir un impact sur notre économie, tel que vous l'aviez dit. Mais nous pensons qu'on devrait se battre, et c'est ce que je fais comme ministre, de permettre à promouvoir une dynamique de production et d'échange économique. Je l'ai dit tout à l'heure, au Congo central, nous connaissons un dynamisme économique qui est différent de celui de la province du Kwilu. S'il y a des échanges à ce niveau-là, il va de soi qu'il y aurait un impact sur notre économie. Cette interconnectivité de nos ETD et de nos provinces. Il nous faut des infrastructures. Au lendemain de nos indépendances, il était possible de démarrer un véhicule de Boma ou de Mwanda et arriver à Kasumbalesa ou de monter jusqu'à Aketi. Ces routes existaient. Vous pouvez prendre la voie navigable. Nous avions des avions. Je suis au regret de vous dire que pour faire aujourd'hui l'Est et l'Ouest de ce pays, c'est par avion. Et même ces avions n'existent plus. Vous avez appris que Congo Airways a mis la clé sous le paillasson. Il m'est arrivé de faire une journée entière à l'aéroport pour joindre Kinshasa de Goma. Il y a ces infrastructures qui sont presque inexistantes. Et si nos ETD, nos provinces, pouvaient intercommuniquer en termes d'infrastructures, nous avons des oranges qui pourrissent dans nos villages. Pas loin d'ici, à Kassangoulou et ailleurs, qu'on ne s'est pas ramené, même sur Kinshasa. Des exemples sont légion. Donc, logiquement, il nous faut un minimum d'infrastructures, il nous faut un minimum de respect des textes pour que nos ETD puissent avoir des moyens pour permettre d'avoir un impact sur notre économie. Alors, Monsieur le Ministre, les ETD, les entités territoriales décentralisées, sont les principales bénéficiaires des 0,3% du chiffre d'affaires que les mining opérants dans l'entité doivent verser au Trésor. Le code minier amendé ou encore le code forestier leur reconnaît de droits de substantiels revenus, de quoi assurer leur modernisation. Ces entités ne bénéficient pas de ces avantages, mais pour quelles raisons? Non, ça c'est une question importante. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je me suis fait un programme d'itinérance pour descendre sur terrain, visiter les différentes entités territoriales décentralisées, et prendre le pouls, savoir ce qui s'est fait réellement. Mais les secteurs dans lesquels évoluent toutes ces grandes entreprises minières payent ce pourcentage de redevances au niveau de ces secteurs. Mais la plus grande question maintenant est de savoir comment est assurée la gestion de ces fonds-là qui doivent effectivement servir au développement de ces entités-là. Je rappelle que notre invité, c'est le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, Monsieur Eustache Mourzi. Vous nous écoutez au Sud Kivu via la radio Enyanya FM, vous êtes notamment à Cabaret et partout à travers toutes nos radios partenaires. Alors, Monsieur le ministre, avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Les prix des denrées de base sont fixés de la manière suivante. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg varie entre 40 et 46 000 francs congolais. Celui de riz varie entre 50 et 61 000 francs, c'est selon la qualité. Un sac de farine de froment de 50 kg coûte 105 000 francs et la mesurette ou écolo coûte 4 500 francs. Un sac d'écossette de manioc varie entre 75 et 130 000 francs congolais, c'est selon la grandeur du sac. Un seau d'écossette de manioc revient à 16 000 francs. Un sac de haricots coûte $170 américains. Une mesurette ou copeaux varie entre 2 500 et 3 500 francs congolais. Une mesurette de maïs ou écolo coûte 2 500 francs. Un bidon d'huile de palme coûte 18 000 francs. Celui d'huile végétale de 25 litres varie entre 90 et congolais, c'est selon la qualité. Un sachet de sucre de 5 kg est à 15 000 francs. Un carton de poisson chinchard 20 kg est à $65 et le kilo coûte 10 000 francs. Une rame de poisson chinchard varie entre 55, 65 et 75 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage appelé communément poulet nœud est à $31 américains et la pièce revient à 11, 12 ou 13 000 francs congolais, c'est selon le poids.
Un carton de cuisse de poulet à rôtir est à 52 000 francs. Celui de cuisse de poulet à bouillir est à 70 000 francs congolais. Un carton de tripes coûte 85 000 francs et le kilo est à 8 000 francs congolais. Un carton de viande de bœuf de 10 kilos est à 150 000 francs et le kilo coûte 16 000 francs congolais. Un tas de poissons fumés varie entre 5 000 et 50 000 francs congolais. Un kilo de queue de bœuf est à 20 000 francs. Une botte des feuilles de manioc coûte 3 000 francs. Une botte des amarantes coûte 1 000 francs. Celle d'oseille est à 500 francs. Un tas de gombo varie entre 500 et 2 000 francs congolais. Un filet d'oignon coûte 50 voire 70 000 francs congolais. Un oignon varie entre 200 et 1 000 francs congolais. Une gousse d'ail est vendue à partir de 200 francs. Un tas de piment est vendu à partir de 500 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 15 000 francs. Un œuf coûte 600 francs congolais. Un ananas varie entre 2 000 et 5 000 francs. Une orange coûte 300 ou 500 francs. Une pastèque varie entre 4 000 et 8 000 francs. Un sac de braises coûte 50 000 francs congolais. Merci bien, maintenant on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, Monsieur le Ministre, on amorce l'atterrissage. Rapidement, quelques questions avant de nous séparer. Vous étiez à la CENI dernièrement pour parler élections municipales. Ça vous concerne? Tout à fait, je l'ai dit. Parmi les attributions de mon département, c'est la collaboration avec la CENI en termes d'organisation d'élections provinciales, municipales et locales. La CENI, pour faire sa carte électorale, elle a besoin des éléments administratifs, par exemple, qui viennent du gouvernement. Est-ce qu'elles sont utiles, ces élections municipales? Oui, tout naturellement. Respect de la loi. Mais la facture pour payer les élus, ça sera difficile parce que déjà avec les députés provinciaux, il y a des arrêts de salaire. Vous avez raison, mais ça, je crois que c'est un problème de gouvernance. Si les textes sont respectés, la décentralisation financière, si elle est effective, ça devrait se passer normalement. Quand on parle de réforme institutionnelle, vous réformez quoi? Mon ministère a mission d'encadrer, de suivre, de s'assurer de la mise en œuvre de toutes les réformes qu'initie l'État congolais sur le plan institutionnel. Ça voudrait dire quoi? On identifie les réformes dont a besoin le pays. On vient de trouver des réformes en cours. On sait les lister et le savoir. Les encadrer, ça suffit que s'assurer de leur mise en œuvre. Vous êtes candidat député national? Oui, je suis candidat député national et merci de me donner cette opportunité de le dire, c'est vrai. Candidat UNC? Oui, l'Union pour la Nation congolaise, mon parti. Votre parti, dont le président a décidé de jouer le second rôle, il n'est pas candidat président de la République? Il joue le bon rôle et le premier rôle en disant, il était le premier d'ailleurs à le dire, que la vision du président de la République n'a pu être possible pendant 5 ans et qu'au bout des 5 années à venir encore, qu'il puisse continuer cette œuvre et finir sa vision. L'accord cash est enterré? La politique, elle est dynamique. Enterré, je ne sais pas. Mais hier, effectivement, on avait FCC Cash. Aujourd'hui, on ne parle plus de FCC Cash. On parle de l'Union sacrée pour la nation. Mais le monde entier reconnaîtra que ce par cash, que le nouveau régime est en place, mais la politique étant dynamique, il a fallu cette coalition FCC Cash. Et par la suite, aujourd'hui, la grande coalition Union sacrée. On peut imaginer après l'éventuelle, on va dire, victoire de l'Union sacrée à l'élection de 2023, Vital Kamerhe, Premier ministre, comme c'était prévu dans l'accord cash. On peut imaginer ça? Je ne voudrais pas parler au nom de l'UNC parce que je n'en ai pas le pouvoir. Le parti a un porte-parole, le parti a un secrétaire général et un président national, Vital Kamerhe. L'accord cash, c'était Kamerhe, président de l'UNC, et Tshisekedi, président de l'UDPS. S'ils veulent les deux personnalités ressusciter ça demain, c'est à leur niveau, c'est vraiment pas à mon niveau. Je rappelle que notre invité c'était Monsieur Eustache Monzi, ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle. Monsieur Eustache Monzi, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Eric. Je voudrais aussi particulièrement remercier les auditeurs de Top Congo et de Enyanya FM qui nous ont prêté leur attention ce jour. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pourrez suivre notre émission également sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h.
Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.